Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma. Nous poursuivons notre émission avec Rémi Saint-Michel. Bonjour. Bonjour. Hein? Et avant qu'on explose. Oui. Hein? C'est sorti hier. C'est sorti hier. Et Petit Frère, qui avait été important, hein? Faut peut-être le rappeler, 2014, Semaine de la critique à Cannes. Oui. Et là, de ce court-métrage qui avait voyagé, je pense, assez bien un peu partout à travers le monde, tu retrouves tes acolytes, même comédien principal, même scénariste, et on décide maintenant de s'attaquer au long-métrage. Eh oui, C'était un saut? C'était voulu? On était rendu là? C'est un saut. On a saisi l'opportunité. Quand on a vu la sélection à Cannes, tout de suite, on s'est dit, d'après moi, on va avoir des opportunités de peut-être arriver avec un long. Puis on avait bien le goût de reprendre un peu l'énergie qu'on avait développée dans Petit Frère, puis de la transposer là, dans un long-métrage. Et au départ, dès le début, pour vous, c'est important de vous attaquer à la notion de genre? Parce qu'il y a un peu ça dans le film. Hein? On ne sait pas si on est dans un film d'ado, on ne sait pas dans un film apocalyptique, on ne sait pas si on est dans un drame d'initiation. On voyage entre ces différentes sphères des codes de genre. Donc, c'est important dès le départ pour vous de dire, on va se confronter à une matière qui est un peu aride, puis avec laquelle on va s'amuser à jouer, à détourner les codes, puis à la créer à notre façon. Ouais, je pense que c'est beaucoup le mot jouer là, qui m'accroche dans ce que vous dites, parce que je pense que c'est ça la volonté. On aime beaucoup le cinéma de genre, on aime beaucoup la comédie, on aime les films catastrophes, etc., mais on n'a pas le goût de suivre quelque chose, là, un carcan déjà bien établi. On a le goût d'aller casser un peu qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'était de mélanger toutes sortes de trucs puis de s'amuser à les amener ailleurs qu'on est habitué de voir, là, c'est ça. Et pour attaquer un sujet qui est quand même lourd de conséquences, parce que cette Troisième Guerre mondiale, dites-le, avant qu'on explose, c'est la Troisième Guerre mondiale, oblige notre personnage principal, Pierre-Luc, à prendre conscience que la fin du monde, elle arrive, qui est encore plus sourd, ce qui est un aspect du film, mais surtout, je veux dire, c'est qu'il n'a pas eu la possibilité de réaliser quelque chose et d'être confronté finalement à la fin de la vie, d'être confronté à la fin du monde, l'amène à se questionner sur ses propres réalisations. Puis c'est clair qu'à 16 ans, 17 ans, t'as pas fait grand-chose. C'est ça, c'est mince. C'est mince un petit peu. C'est l'école, tu sais. C'est les amis. Donc, cette matière-là, elle est quand même, je veux dire, très lourde, hein, je veux dire, de conséquences. Oui, c'est comique, mais ça reste que c'est un sujet, je veux dire, qui est catastrophique dans un certain sens. Oui. C'est l'essence de ce qui est vraiment tragicomique pour moi dans le récit, c'est que lui, justement, cette absurdité de la fin de la vie imminente le pousse à paniquer, finalement, puis cette quête-là qu'il décide de se donner, de perdre sa virginité, pour moi, ça a toujours été vraiment quelque chose qui fait pour se distraire des pensées qui sont beaucoup plus graves, en fait, qui l'envahiraient s'il s'occupait pas à quelque chose d'un peu plus superficiel, tu sais. C'est toujours comme ça que j'ai vu le personnage, puis que j'en parlais avec Étienne aussi, qui l'interprète. Mais pour toi, lorsque tu construisais ce scénario-là, le plus important, c'était vraiment de parler, je veux dire, la finitude des choses? À la base, déjà, c'est pas moi qui ai écrit le scénario, c'est Eric. Mais on en jasait depuis parce que c'était à peu près. C'est des grands amis, là. Oui, exact. Le pitch était à peu près d'une phrase, puis déjà, on en discutait. Mais je pense que c'est venu d'une volonté beaucoup plus humoristique, là, de prendre au départ, c'était justement cette fameuse histoire d'un jeune veut perdre sa virginité confronté à la fin du monde. C'était ça. C'était drôle, ça rajoutait ça high the stakes, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, vite, quand on en parle, on se rend compte que, tu sais, c'est intéressant d'aller plus loin que ça, parce que, je veux dire, la peur de mourir, c'est quand même, à quelque part, beaucoup plus grave puis plus lourd que la perte de la virginité. Puis c'est une façon d'aller explorer, justement, le côté non satisfaisant aussi qu'il y aurait à réussir la quête que lui, déjà, de se donner, tu sais. Puis que c'est pas ça qui va donner un sens à ta vie. Fait que c'est toute la dimension existentielle qu'on a décidé d'essayer d'aller chercher dans ça aussi, là. Et l'intérêt, je trouve, du personnage de Pierre-Luc, c'est qu'en fait, il a tout pour réussir.
Parce qu'on peut comparer avec certains autres films, là, je pense à Total Prank, où c'était des personnages qui étaient, disons, un peu plus mésadaptés dans un certain sens. Alors que lui, non. Je veux dire, bon, on voit pas sa mère, mais on croit que, je veux dire, qu'une mère aimante. Sa sœur, totalement organisée. Ses amis, je veux dire, avec les différends que tu as entre amis, restent que des bons copains, puis avec surtout une bonne tête sur les épaules. Donc, finalement, ce personnage-là n'a pas à être aussi angoissé. Hein? Et c'est ce qui, je veux dire, rend le personnage intéressant. C'est finalement un peu cette dichotomie ou en fait cet écartement entre ses propres angoisses personnelles et la vie de tous les jours. Ben oui, ben ça part vraiment de lui, tu sais, c'est ça, c'est que c'est pas l'extérieur tant que ça qui le rende en panique, puis qui le rende qui a un trouble, en fait, tu sais, c'est un peu... À la limite, on peut dire que c'est un trouble de santé mentale, un peu qui souffre, tu sais, c'est qu'il... Wow, il pose la question au départ, hein? Ouais. C'est peut-être pas normal, tu bêtes, là, puis... Ben, c'est ça, mais tu sais, jusqu'à quel point, mais tu sais, je pense que tout le monde aussi a un moment dans sa vie, dans sa jeunesse, où il réalise un petit peu que le concept de la mort, il va falloir qu'il l'envisage par rapport à sa propre existence, là, tu sais, puis je pense que c'est ça que lui vit. Moi, je trouvais ça intéressant, je l'ai pas vécu aussi durement que lui. Je sais que le scénariste, lui, c'est quelque chose avec quoi il a eu beaucoup plus de misère. Oui, c'est ça, puis les scènes avec la psy sont beaucoup un reflet, je pense, de quelque chose par laquelle il est passé. Mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose que tôt ou tard, tout le monde, à un moment donné, est couché dans son lit puis fait comme « Oh shit, ça va être comment quand que je vais être mort? » Et là, il y a une angoisse, une crise de panique qui s'installe. C'est ça, il y a un vertige, du moins. Un certain vertige. C'est clair que sans tout dire, ben, si tu fumais un petit joint avec, le vertige risque d'être encore plus étouffant. Donc là, on vient un peu... En plus, ouais. Faut aller voir, d'où vient la douleur et comment elle a été mise en scène. Le fait de tourner à Baie-Saint-Paul donne aussi au film un cachet particulier. Parce que j'ai l'impression que ce film-là, tourné en ville, oui, ça, le personnage, là, c'est intéressant, la gang de chums, là, c'est intéressant, mais de tourner dans un décor aussi bucolique, parce que c'est le cas de le dire, rend encore finalement, crée encore un contraste, hein, encore plus fort entre le vécu de ce jeune-là et tout l'environnement, je veux dire. Oui, exact, parce que tout est super beau, tout est calme, on aurait le goût d'aller finir nos jours là-bas, justement. Oui, sur le bord de la plage. Ben tranquillement, tu sais. Mais lui, c'est ça l'isole encore plus, puis... Aussi, en plus du paysage, c'est qu'il y a le principe de... C'est une petite communauté, donc ça rajoute aussi à... Lui, dans sa quête, mettons, des filles, il n'y en a pas des millions. À l'école, si tout à coup, tout le monde se revire contre lui, ben il n'y a plus personne de son bord. Tu sais, ça fait que ça rajoute à son isolement, vu que c'est petit. Parce que si ça se passait en ville, justement, on dirait qu'il pourrait aller chaque soir dans un bar jusqu'à temps que ça fonctionne. Ce serait pas la même dynamique. Puis là, c'est intéressant, puis ça crée les trucs comme les légendes sur du monde. On se raconte des histoires, il y a des rumeurs, il y a tel gars qui a 20 ans de plus vieux que nous autres, mais qui se tient que nous. Exactement. Et il y a une scène dans les toilettes où c'est peut-être passé quelque chose, encore là, on veut pas tout dire, qui fait en sorte que le pauvre, ben, il est hypothéqué et qu'il n'y a plus d'amis. Ou en tout cas, il n'y a plus beaucoup de filles qui sont intéressées à ses services. Exact, hein? Ça va pas bien. C'est loin d'aller. Mais ce qui est... Je pense que la plus grande qualité du film, c'est qu'en le situant à Baie-Saint-Paul, en situant dans cette petite communauté, vous réussissez à rendre le personnage humain. Ouais. Parce que ça aurait pu tomber dans la caricature. C'est un film là qui, à la limite, je veux dire, entre guillemets, se promène sur des échafauds. Hein? On aurait pu tomber dans le côté... Comme les échassiers de Baie-Saint-Paul. Exactement. Je pense qu'il y a une référence à Guy la Liberté, hein, quand même. Lorsqu'on voit. Mais c'est ça, c'est un film qui est à la limite, hein, à la limite, je veux dire, de tous les genres. Mais vous en sortez parce que ce personnage-là, il s'inscrit dans une communauté, parce que la communauté, en étant tissée quand même serrée, même si elle a des réflexions, parfois je veux dire, un peu méchantes, accepte quand même Pierre-Luc à l'intérieur du groupe. Parce qu'il fait un party, les gens vont chez lui, il est différent, il y a des histoires, mais il est quand même gentil puis il est super sympathique.
Ouais, ben c'est ça, je pense que ça pardonne plus peut-être aussi. C'est le monde se voit tous les jours, donc il s'isole pas à ce point-là. Mais c'est là qu'on évite la caricature, parce qu'on peut arriver à jouer sur les nuances. Ouais. C'est pas un méchant garçon, c'est pas un bon garçon, c'est un garçon ordinaire. Un garçon qui fait des erreurs. Je c'est un garçon qui a des relatives bonnes intentions. Je pense que lui, il pense que c'est une bonne intention, mais qui fait des choix douteux, disons. Ouais. Parce que, moi, je l'ai vu vraiment plus comme un passage initiatique. Ouais. Comme le fait qu'il est confronté aux autres, qu'il y en a qui réussissent parfois mieux, moins bien, et mais au-delà, il va arriver dans la fin de l'année à peu près au même point que tout le monde. Et ça, on ne veut pas tout le dire parce qu'il y a une super belle scène. La scène finale, elle est magnifique, où il découvre finalement c'est quoi l'amour dans un certain sens, c'est quoi le respect, ou c'est quoi le connecter avec le monde. Mais moi, je le voyais vraiment plus comme ce passage nécessaire pour arriver à comprendre un peu ce qu'on est, puis où on va et dans quelle direction. Dans la grande courbe, c'est ça, je suis d'accord. Moi, je pensais plus à un truc précis, là, une tentative qui est bien discutable, fait. Mais oui, c'est ça. Dans la grande courbe, il essaie juste de faire partie du groupe un peu, puis d'avoir l'impression d'avoir vécu quelque chose, parce que c'est ça, au final, qui le fait paniquer. Là. Et ça liait beaucoup sur le plateau de tournage? Vous êtes amusé? Quand même. J'imagine certainement. C'était pas lourd comme ambiance. Puis pour le passage, parce qu'on avait commencé de cette façon-là, puis on va terminer de cette façon-là, le passage du court au long, c'est quoi les plus grandes difficultés? Je sais pas si c'est le terme exact, mais les plus grandes surprises. Parce qu'on vient qu'on développe des habitudes avec le court-métrage. Hein. Donc, on connaît la durée, on sait qu'on a besoin d'un gag, ça rentre bien, il y a un rythme qui s'installe avec le court, et sans le maîtriser, je dirais, tous les corps du court, on est capable de jouer avec. Mais là, le passage du court au long, qu'est-ce qu'on retient? Ce qui est surprenant, c'est l'envergure, puis c'est le nombre de gens avec qui tout à coup on discute, là, parce que quand on fait un film comme Petit Frère, on était 4. Des chums. C'est ça. Donc là, on était 50 quelques, genre. Okay. Donc, puis c'est ce qui vient avec ça, c'est le nombre de questions. C'est répondre à des questions. Moi, c'est ça que je dis souvent, c'est que ce qui m'a épaté, c'est le nombre de questions qu'on répond par jour. Puis ça peut être des affaires jusqu'à la couleur de la table dans le coin qu'on verra peut-être pas. T'sais. Mais puis c'est normal en même temps, mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu embarques dans un mode où je vais avoir une réponse pour tout. Puis on va embarquer là-dedans. Mais ça peut être très épuisant, mais en même temps super stimulant. C'est ça qui est étrange. Puis comme on le fait beaucoup, parce qu'un court-métrage en 3-4 jours, c'est fini, mais là, t'arrives sur 20-25 jours, t'as le temps t'as le temps d'avoir une routine à travers ça, puis de devenir un peu plus à l'aise, puis c'est ça qui est vraiment intéressant, puis t'as l'impression qu'on est tous ces gens-là vraiment à creuser pour créer quelque chose. T'sais. Puis moins que les gens te rendent service aussi. OK. Parce que je pense que dans un court-métrage, c'est un peu plus ça, souvent, surtout pas d'argent. Là. Moi, j'avais fait des films non financés. Mais là, c'est comme... les gens sont professionnels, puis on veut faire quelque chose. Puis c'est vraiment trippant. Puis le fait de travailler aussi avec des gens... Au départ, avec une équipe qui est connue, ça devient... C'est peut-être plus sécuritaire aussi. Oui, c'était mélangé. J'avais des gens aussi, des amis qui avaient fait les cours, qui ont continué avec nous. Le preneur de son, par exemple, le musicien aussi qui a fait la musique, c'est le même que j'ai depuis l'université. Là. Puis là, le prochain film, y a-t-il quelque chose en bande? On a un court-métrage qu'on a tourné cet été, qu'on vient de terminer, qu'on va sortir cette année là, sur les circuits. On va voir qui s'intéresse. Il y a toujours du monde qui va aller voir les films de Rémi Saint-Michel. Donc, merci beaucoup, Rémi. Donc, Avant qu'on explose, qui prend l'affiche Cinéma Beaubien. Oui, Beaubien, aujourd'hui, là, il est au Latin, au Star Cité, sur l'île, en tout cas. OK. Après ça, Boucherville, on a 34 écrans dans le Québec, donc c'est quand même beaucoup. Là. OK, c'est bon, ça. Mais là, on a toujours dit que la comédie attirait peut-être un peu plus. Ils sont motivés, là, et on veut que ça vienne. Mais c'est bien, là. J'aime autant dire que ce soit une comédie québécoise qui soit à l'affiche qu'une grosse comédie américaine. Parce que ça, on n'a pas parlé, mais il y a comme une volonté dans votre travail de se démarquer là, des grosses comédies américaines, American Pie qu'on connaît, là, parce que qui aurait pu ressembler à ce film-là, mais vous allez ailleurs, là. Vous voulez explorer d'autres territoires. On essaye, tout en étant dans la comédie, d'apporter quand même de quoi de nouveau qu'on voit pas souvent, que ce soit américain ou québécois. Je pense que,
Puis on essaie de proposer quelque chose de neuf. Là, Merci beaucoup, Rémi. Donc, on invite tout le monde à aller voir Avant qu'on explose dans 34 salles du Québec. Merci. Merci.